Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un podcast qui permet de mettre en lumière les organismes communautaires de notre région. Aujourd'hui, je vais être accompagnée de Mathieu Guillemette, intervenant chez l'organisme Emphase. Merci Mathieu d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, concept de l'émission très simple. Ici, tu vois, on a une boîte, on a 5 catégories de questions allant du défi, souvenir, curiosité, impact ou rêve. Et on voit la petite catégorie supplémentaire que si on a la chance de tomber dessus, c'est à toi de choisir la catégorie de ton choix. Oui. Donc, on pose la question, on en jase, puis quand on a fait le tour de la question, on passe à une prochaine. Oui. Ça te convient? Ben oui, ça me convient parfaitement. Super. Mais avant de commencer, j'aimerais ça Oui. que tu me parles, Mathieu, c'est quoi Emphase? Oui, Emphase, en fait, est un organisme relativement nouveau. Ça fait 10 ans que ça existe. Ça a vu le jour à Trois-Rivières. Ça a été fondé par Jean-Marc Bouchard à l'époque. OK. Ça est arrivé à Victoriaville en janvier 2024, donc ça fait environ 1 an. OK. Nous, on vient en aide aux hommes qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est notre mandat principal. Donc, on va recevoir les hommes. On fait de l'individuel, on fait du groupe. On cherche surtout à les aider à aller mieux dans le ici et maintenant, dans les conséquences qu'ils ont vécues suite aux abus sexuels qu'ils ont vécus. On aide aussi les proches, parce que souvent les proches ne savent pas comment réagir quand un homme a vécu ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui nous dévoile ça? Fait qu'on aide aussi les proches s'ils ont besoin d'être outillés. C'est Peuvent plus nous tabou rendre- quand c'est l'homme, quand que c'est un dévoilement d'homme versus un dévoilement de femme. Est-ce que je me trompe? Ben non, je ne penserais pas que tu te trompes. En fait, je pense que la société est en train de changer sur ce point-là, puis Ouais. que les hommes sont de plus en plus capables d'en parler. Puis la réception est de meilleure, plus ça va. Mais effectivement, ça reste encore tabou. Il y a beaucoup d'hommes qui, la première fois qu'ils en ont parlé, ont reçu des réponses du type « t'as dû aimer ça » ou « ça Ouais. doit pas être si pire que ça ». On n'est Donc, pas a d'un cliché quand on tendance- pense ça, là. Que On les- n'est pas d'un cliché, non, actuellement. C'est- Je pense que la société, comme je dis, actuellement, ça commence à changer, mais il y a Ouais. beaucoup d'hommes qui ont vécu des abus, mettons, il y a 20, 30 ans, puis quand ils en ont parlé, il y a 20, 30 ans, c'est la réponse qu'ils Ouais. ont eue. Fait que ça tend à changer, ça s'améliore et on travaille fort pour aussi changer cet aspect-là. On fait des sensibilisations, on va dans les écoles, on essaie d'être présent. Il y en a peut-être qui l'ont vu aussi. On a fait beaucoup de publicité cette année. Ouais. On a été sur des panneaux sur le bord des autoroutes, on a fait de la publicité télé, Spotify, on a essayé d'être le plus possible partout pour démystifier cette problématique-là, parce que quand on parle d'abus sexuels, on pense souvent aux femmes qui sont victimes, Oui. puis on oublie souvent que les hommes aussi peuvent être victimes, puis Effectivement. selon les statistiques, c'est environ 1 victime sur 3 qui est un homme, ce qui est quand même considérable et on n'en parle pas beaucoup. Donc, Une sur 3? Ouais, chez les femmes, c'est environ 1 femme sur 3 qui va vivre un abus sexuel au cours de sa vie. Chez les hommes, c'est un homme sur 6. OK, c'est ça. L'homme, Donc, quand on c'est fait une les sur deux six. OK. ensemble, on peut arriver à peu près à 1 victime sur 3 est un homme. Est un homme. Pourtant, on en parle très peu. Puis, Ouais. malgré que c'est quand même présent dans nos médias, on a tous entendu parler, mettons, de l'Église aux États-Unis, il y a eu Ouais. les scouts qui ont fait des dizaines de milliers de victimes, principalement des hommes, mais on a tendance à oublier que ces hommes-là, après, ils souffrent, ils ont besoin d'aide. Puis, il y a souvent un trou de service à ce niveau-là. Au Québec, là, on est 3 organismes vraiment spécialisés là, dans le domaine, dont Emphase pour Mauricie Centre du Québec. Là. OK, donc c'est quand même pas gros, là, 3 organismes pour cette... Non, Si on compare à d'autres missions, où est-ce qu'on en a dans chaque région, 3... Non, c'est ça. Le territoire du Québec n'est pas couvert complètement Non, c'est ça. pour ce genre de service-là, non. OK. En fait, il y en a, nous, Mauricie Centre du Québec, il y en a un à Sherbrooke, un à Montréal, c'est tout. En OK. dehors de ces ressources-là, souvent les hommes doivent se tourner vers des ressources plus généralistes, moins spécialisées Ouais, là, je en abus comprends. sexuels. Là. Ouais. Puis là, vous dites que ça fait 1 an que vous avez votre bureau à Victoriaville, mais c'est pas nouveau que vous couvrez la région, par contre. Non, ça fait environ 3 ou 4 ans qu'on OK. avait un intervenant qui venait à une journée semaine Ouais. environ, qui avait un local là, à Place Rita-Saint-Pierre pour une journée Ouais. et qui fonctionnait comme ça. Mais vu qu'il y avait quand même de la demande, là, il voulait vraiment ouvrir un service pour Victoriaville et la région. La région. Donc, depuis 1 an, là, on a un bureau au centre-ville de Victoriaville. Là. Puis tu dis au centre-ville Oui. parce que c'est voulu, hein? L'adresse n'est pas nécessairement dévoilée dans le but de... Non, l'adresse est quand même dévoilée. Ah, Si vous OK, allez sur notre l'adresse site est Internet, dévoilée. nos adresses sont dévoilées. OK. Par contre, il n'y a rien d'affiché. Ah, c'est Donc, ça, la quelqu'un nuance. qui rentre à l'endroit où on est, il y a plusieurs autres, pas des organismes communautaires, mais entreprises. Ouais. Donc, c'est pas évident que quelqu'un rentre là, il rentre pour ça. Pour ça, OK. Fait que ça reste relativement confidentiel. Là. Je Mais comprends. le centre-ville, c'était aussi pour faciliter les déplacements pour Ouais. la plupart des gens. Ou Totalement. si on avait été à un endroit plus en périphérie, ça aurait pu être plus difficile. Donc, on a trouvé un local au centre-ville et on en est bien content. Ouais. Super, bien, belle Ouais. présentation Ben, d'organisme. merci. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Ben oui, certainement. Oui, donc je t'invite à brasser Ah, le c'est dé. Ouais. Souvenir. Ouf, ouais. Ah, ça va être intéressant, sachant que l'organisme... Mais toi, ça fait combien de temps que... Oui, ben, l'organisme existe depuis 10 ans, mais moi, ça fait à peine plus d'1 an. OK. Donc, mes souvenirs sont très frais. Donc, Fait que- ouais, ça va être un petit souvenir de surface. C'est ça. Donc, Ah, c'est moi qui pige, oui, tu hein? peux la piger, m'a Je donné. prendrai On pas va y la aller. première. Super. Donc, voyons voir la catégorie souvenir dans ce cas-là.
Y a-t-il une anecdote amusante ou touchante? Donc, on est vraiment dans 2 spectres différents. Amusante ou touchante de votre parcours que vous aimeriez partager? Donc, dans la dernière année, quelque chose d'amusant ou de touchant que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Je sais pas si c'est pas amusant, je sais pas si c'est touchant, mais je vais raconter cette anecdote-là. Allons-y, voyons voir. Oui, en fait, c'est un homme qui était venu me rencontrer, puis ça vient un peu rechercher ce qu'on disait que c'est tabou dans notre société, parce que il me racontait un peu son parcours de vie, puis lui, en plus des abus sexuels, c'était sa femme qui l'a abusé, l'a violenté beaucoup pendant des années, et il me racontait ça, et ça m'a marqué. Il a arrêté sec un moment donné, puis il a dit « Là, je vais arrêter, parce que de toute façon, c'est sûr que tu me crois pas. » Là, je suis comme « Oh mon Dieu, mais pourquoi je te croirais pas? » Moi, c'est comme mon quotidien, fait que pour moi, c'est juste d'emblée, je vais croire que la majorité de ce que tu me dis est vrai. Puis là, il me dit, ben, tu sais, je suis un homme, je te raconte que j'ai été victime de violence conjugale par une femme, tu sais, ça n'existe pas, ça. Lui, dans sa tête, là, ce monsieur-là était convaincu que seules les femmes pouvaient être victimes. Fait que j'ai trouvé ça particulièrement touchant, mais en même temps, un peu effrayant de voir qu'il doit y avoir plein de monde comme lui dans notre société qui vont pas chercher d'aide parce qu'ils sont convaincus que leur cas est unique. Fait qu'il peut pas exister d'aide s'il y a juste lui qui est victime, tu sais. Mais non, effectivement. Fait que j'avais trouvé ça vraiment particulier, mais aussi beaucoup touchant. Puis ce monsieur-là, quand je lui ai un peu expliqué la réalité de la violence conjugale et des abus sexuels, il a pris conscience que, ça existe. Puis je me rappelle, il m'a dit, mais pourquoi on n'en parle pas à la télé et à la radio? Puis là, on essaye à cette heure. Mais il y a encore du travail à faire. Fait qu'il faut encore réussir à aller rejoindre ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre que, ben oui, ça existe, ces cas-là. Vous n'êtes pas des exceptions, puis il existe de l'aide pour vous. Fait que, Mais ça doit être ça qui est vraiment difficile pour les victimes, d'avoir l'impression qu'ils ne sont pas seuls. De comprendre qu'il y en a d'autres. T'sais, déjà, on dit que c'est tabou chez les hommes. Chez les femmes, il y a quand même aussi un certain tabou. On dirait que c'est pas un tabou nécessairement de société, mais quand tu le vis, ça en devient un, je crois. Que tu savais peut-être que ça existait, mais de là, de dire que toi, tu te retrouverais dans cette situation-là, de t'identifier victime ou survivante, tout dépendant. Je sais qu'il y a des termes là, différents qu'on peut employer. Mais j'imagine que pour les hommes, on vient toucher à un autre niveau. Puis là, comme cette personne-là, tu parles d'un homme de barème d'âge environ cinquantaine. Dans la cinquantaine. C'est ça. Donc là, on est vraiment à un autre niveau, là, à ce niveau-là. Oui. Ben, mon impression à ce niveau-là, c'est que la situation des hommes est probablement similaire à celle des femmes il y a plusieurs années. Parce que le mouvement MeToo a vraiment changé la donne et ça a fait en sorte que certaines personnalités publiques sont venues parler de... Ben, moi aussi, j'ai été victime. On pense souvent à Nathalie Simard, que ça avait vraiment fait un tollé. C'est vrai. Donc, je pense que le fait d'avoir des modèles féminins, ben, pour les femmes, ils se disent, OK, si elle l'a vécu, c'est peut-être que c'est normal que... Ben, normal, c'est jamais normal de vivre un abus sexuel, mais on peut comprendre qu'on n'est pas seul, qu'il existe de l'aide. Pour les hommes, il n'y a encore pas de modèle. Donc, c'est beaucoup plus difficile de s'identifier quand tout ce que tu entends, c'est les abus sexuels, c'est les femmes qui en sont victimes, puis tu dis, ben moi, je suis pas une femme, donc comment ça, moi, je vis ça? C'est facile de... Par sa femme, en plus, tu sais, Est-ce que ça, côté statistique, tu m'as vu venir, hein? Côté statistique, je sais que pour les femmes... agression, mais peut-être que je me mélange, mais côté agression, on dit souvent que c'est un proche. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes ou pour les femmes ou il y a une distinction? J'ai pas les statistiques pour les femmes, mais pour les hommes, on parle d'entre 85 à 90%. C'est quelqu'un de connu de la victime. J'ai l'impression que ça doit être similaire pour les femmes. J'ai pas les chiffres exacts pour les femmes, mais c'était une statistique quand même assez alarmante, là, dans le sens que on parle généralement d'un proche. Donc, où est-ce qu'il n'y a pas de méfiance, où est-ce qu'il y a une confiance, où est-ce que les autres aussi, la famille peut... être surpris, on dirait que le terme n'est pas assez grand là, pour... mais le choc que ça crée, s'il y a un dévoilement, de dire, tu me parles d'une personne de confiance. Là, donc là, il y a une dualité qui doit s'installer, qu'une personne qui reçoit le dévoilement. Oui, exactement. Souvent, les abuseurs, c'est pas des personnes qui sont ostracisées à la base par le reste de la famille ou de leurs amis, etc. Fait que quand une victime dit, ben moi, cette personne-là m'a abusé, pour les proches, ils disent, ben moi, cette personne-là, c'est pas l'image que j'ai d'elle, fait que ça vient clasher. Fait que c'est difficile à croire. Fait que ça explique aussi en partie pourquoi la réaction des proches est pas toujours positive. C'est juste cette histoire-là est invraisemblable. Puis en plus, quand c'est un homme, ben j'ai l'impression plus facile pour les proches de dire ça n'a pas dû être si pire que ça. T'sais. On minimise plus facilement souvent. Plus facilement. Tandis que pour les femmes, ça c'est une impression, mais
j'ai l'impression que là, 10 ou 20 ans, c'était aussi la réaction que les femmes avaient quand ils disaient j'ai été abusé par mon père, par mon frère. J'ai l'impression que c'était facile de dire non, ça n'a pas dû être si pire que ça, on minimisait beaucoup. Pas si pire là, ou non, c'est dans ta tête. Ou, oui, exactement, t'as dû rêver ou des trucs comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, cette réaction-là, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau du mouvement, comme je dis, MeToo, des personnalités qui ont sorti, je pense que ces réactions-là, on le sait que c'est pas correct. Exact. Tu sais, là, on parle d'agression, mais il y a aussi ça avec le mouvement MeToo, puis dans les dernières années, avec le consentement qu'on a mis beaucoup de l'avant, on comprend maintenant que des gestes qui étaient qualifiés de banals et de faire comme « Non, arrête, là, tu sais, c'est pas grave, là. Il y a rien de grave que... Là, je vais parler d'un cliché, là, mais mon oncle t'aille fait ça, ou qu'il tape ses fesses, ou tu sais... Avant, on était comme... C'est pas grave, on en riait. Ça se faisait, tu sais, c'était comme... Mais non, mais tu sais comment qui est, là, tu sais... Puis là, je veux pas aller d'un cliché et d'un stéréotype, mais malheureusement, c'est quand même des phrases qu'on entendait. Puis que là, maintenant, en 2025, ben j'aimerais dire que ça passe plus. Je suis pas encore rendue à dire que ça passe plus. Ça a beaucoup diminué. Ça a vraiment beaucoup diminué. Il y a une conscience collective qui s'est développée de faire comme ça. On ne doit pas accepter ça. Exactement. Ça, on arrête ça, tu sais. Donc, j'ose croire que si on a fait le mouvement pour les femmes, bien, le mouvement pour les hommes aussi va arriver. Il se poursuit, en fait, parce qu'il est déjà quand même assez arrivé, mais... Oui, puis comme je dis souvent avec des hommes qui me disent « Ouais, mais pourquoi on n'en parle pas plus? » Je leur dis souvent « Ben, les femmes, ça fait 100 ans que le mouvement féministe existe, sont déjà organisées. Fait que s'il y a une nouvelle problématique, les structures sont déjà en place pour en faire parler dans la société. » Exact. Les hommes, on est un peu moins organisés parce que c'était pas un mouvement dont on avait nécessairement tant besoin dans le passé, mais il y a quand même des problématiques qui existent qui font souffrir les hommes. Puis là, je pense qu'on est rendu à un point où il faut en parler un peu plus parce que ces hommes-là souffrent, puis ils ont des conséquences. Puis s'ils reçoivent de l'aide, souvent, ça va les aider, donc ils vont aller mieux. Donc, il faut adresser ces problèmes-là, mais il faut créer ces organismes-là, ces structures-là pour réussir à passer le message à la société. Puis la société, en général, est ouverte à ce genre de message-là, étant donné qu'il y a déjà une partie du travail qui a été faite par les femmes. Fait qu'on arrive puis on dit, ben les hommes aussi peuvent vivre ça. La plupart font comme, ah ben oui. C'est pas si surprenant quand on y pense. T'sais. Mais non, effectivement. Puis, je pense aussi que les plus jeunes sont plus sensibilisés. Là, une couple de semaines, je suis allé au cégep. Puis la réaction des gens, c'était comme, ben oui, tu sais, les hommes peuvent vivre ça aussi. Puis, c'est le fun qu'il y ait des services pour eux. Tu sais, c'était plus le genre de réaction que j'avais. Il n'y avait pas un étonnement quelconque. Non, pas comme des fois quand je vais rencontrer des personnes plus vieilles qui me disent, les hommes peuvent être abusés. Tu sais. On le voit au niveau de la jeunesse comme un message qui est intégré versus les autres générations que ça s'est peut-être pas encore rendu. Ou c'est juste quelque chose qu'ils n'ont jamais pensé à ça, mais ça leur semble logique que ça puisse exister. Parce que pour les plus vieux, c'est juste, on dirait qu'on vient un peu... en contradiction avec leurs croyances à la base, que un homme ne peut pas vivre ça, un homme c'est fort, l'homme il est plus fort que la femme, ou il va se défendre. À la base, l'homme ne pouvait pas avoir d'émotion. Ouais, là, si on remonte encore, mettons, de 40 ans. C'est ça, puis tu sais, 40 ans, c'est pas beaucoup. Là, non, parce que j'en ai qui arrivent dans mon service, c'est exactement ça qu'ils me disent. Moi, on m'a dit que je pouvais pas pleurer, fait que j'ai jamais pleuré. OK, ça pourrait aussi avoir aggravé le problème. Ben oui, totalement. Puis tu sais, là, tu dis 40 ans qu'on peut pas pleurer. Il y en a plus beaucoup, mais on l'entend encore des fois, comment qu'on élève les petits garçons versus comment qu'on élève les petites filles. On les élève... Malgré qu'on essaie de pas être dans les stéréotypes, on les tout un petit peu conduit d'une manière ou d'une autre. Puis là, on attend peut-être plus, t'as plus le droit de pleurer, mais on entend des dérivés. Oui. Juste pour adresser le premier point, c'est, il y a 40 ans, c'était la norme. Aujourd'hui, c'est plus la norme, mais ça veut pas dire que ça n'existe plus. Exact. Donc, il y a encore des petits gars qui sont élevés comme ça, puis probablement des filles aussi qui sont élevées comme ça, malgré tout. Oui, aussi. C'est juste peut-être plus rare, mais ça n'a pas arrêté d'exister. Ça a simplement diminué. Puis effectivement, j'ai travaillé personnellement dans des écoles primaires, puis le nombre de fois où qu'un petit gars pleure, puis on lui dit... Ben, arrête de pleurer ou va te calmer, puis on en reparlera après. Ça ne changera rien, là, le vivre de cette manière-là. On a tendance à minimiser quand un enfant, que c'est un gars qui pleure, tandis que la petite fille, on a beaucoup plus tendance à lui dire, ben, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, pourquoi tu es comme ça, alors que pour le gars, ben, on va avoir moins de cette tendance-là. Fait que ça reste ancré, même si ça tend à changer. Là. Puis on dirait que parler d'agression nous emmène à comparer, d'être dans les stéréotypes. Même un peu indirectement, on dirait, tu sais, spontanément, on compare depuis tantôt homme-femme, mais au bout du compte, une victime, c'est une victime. Une victime, c'est une victime. Tu sais, quand on regarde les conséquences, c'est assez similaire chez les hommes et les femmes. Donc, effectivement, tu sais, c'est ça. Une victime, c'est une victime. Puis on devrait peut-être moins genrer cette problématique-là. Totalement. On n'a quand même pas le choix parce que pour la plupart des victimes, quand ils vont dans un service, ben une femme qui a été abusée par un homme, ben ça se pourrait qu'elle veuille aller dans un service où il n'y aura pas nécessairement d'hommes. Donc, et vice-versa. Fait que les services vont être genrés souvent. Ça, je pense que ça reste quand même relativement normal. Mais quand on parle de ce genre de sujet-là, je pense que ce serait
bénéfique de moins genrer la problématique, effectivement. C'est ça. La problématique, c'est une chose versus les services, la manière dont on rend les services. Parce que, corrige-moi, Mathieu, si je me trompe aussi, mais quand on parle d'un organisme spécialisé pour, par exemple, avec l'intervention pour les hommes, bien, ça a son avantage. Parce que ça a une lunette d'intervention qui permet de bien cerner les besoins, la rapidité de service qui se doit aussi souvent de s'enclencher. Tu sais, souvent, il y a des nuances. L'intervention reste la même dans le sens qu'on intervient auprès de la personne, on veut lui apporter répondre à ses besoins, mais dans la façon de faire, je crois que des fois qu'il y a une nuance. Oui, c'est surtout que je vais appeler ça le point de référence de la personne est complètement différent, parce que la personne qui, mettons 50, 60 ans, qui arrive dans nos services, qui est élevée d'une certaine façon dans notre société, ben ça va être différent si c'est un homme ou une femme. Les conséquences vont être similaires, mais la manière d'en parler, la manière de parler de ses émotions ou de parler de son vécu risque d'être teintée par si c'est un homme ou une femme. Fait que je dirais que c'est surtout au niveau de la compréhension de la personne ça va vraiment faire une différence d'être plus spécialisé avec les hommes ou avec les femmes, là. Totalement. Bien, je crois que tu avais bien choisi ton anecdote. Elle est effectivement très touchante, puis je dirais même troublante dans le sens que toi, c'est ton quotidien, mais puis moi aussi, je suis en intervention, donc ça me permet de comprendre un peu ce que tu dis, mais quelqu'un qui ne baigne pas dans ce milieu-là d'intervention, entendre ces propos-là est effectivement touchant et troublant. Là. Oui. C'est pas la réalité de monsieur, madame, tout le monde, si on peut dire ça comme ça. Là. Non, effectivement. On a envie de changer de catégorie? Allons-y. Vas-y, je te laisse brasser le dé. Rêve. Oh, ça peut peut-être apporter des belles discussions. Donc, une petite verte. On va placer ça. Oups, excusez. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail et vous motive à rêver plus grand pour l'organisme? Puis est-ce que je me trompe, mais quand on parle de rêver grand pour un organisme, habituellement, on n'a pas trop de la misère à rêver grand. On le sait qu'il y a des besoins. C'est les moyens pour y arriver qui généralement manquent. Fait que si François Legault est à l'écoute, on passe le message. Si on ne met pas de barrière là, de financement ou tout ça, c'est sûr que le rêve, là, mettons, pour l'organisme, je pense pas que notre but, nécessairement, c'est de sortir de notre territoire, mais ce serait probablement que tous les territoires au Québec soient couverts par un organisme qui offre des services comme celui-là, parce que c'est le cas déjà pour les femmes, fait que ce serait le fun que dans peut-être une dizaine d'années, on ait des services similaires partout au Québec pour les hommes. Fait que ce serait un peu à ce niveau-là, puis être mieux outillé pour couvrir toute notre région, parce que Mauricie, centre du Québec, c'est vraiment grand. C'est difficile à couvrir, parce que nous, on doit aussi beaucoup se déplacer, parce qu'on a des clients, des fois, qui peuvent pas venir à nos bureaux pour différentes raisons. Fait qu'on se déplace aussi sur le territoire, ça augmente les coûts, donc ça peut être difficile à ce niveau-là. Fait que ça, je dirais que ça fait partie, mettons, du rêve. L'autre partie, ça serait vraiment de démystifier cette problématique-là pour l'ensemble de la population. Ça va prendre probablement plus de 10 ans, on parle probablement de décennies, mais ça serait le fun qu'éventuellement les gens soient conscients que le consentement, ça s'adresse à tout le monde, qu'un homme peut être abusé, puis que oui, c'est normal qu'il y ait des conséquences, puis que s'il y en a, il y a de l'aide, puis que c'est correct d'aller en chercher. Donc ça serait peut-être la deuxième partie là, qui serait vraiment intéressant. On travaille comme on peut là-dessus. Je pense qu'on a quand même fait des progrès dans les dernières années, mais il y a beaucoup de travail là, à faire à ce niveau-là. Et quand vous dites que vous travaillez là-dessus cette année, tu en as parlé au début, là, les campagnes publicitaires, tout ce qui est médiatique, vous avez donné vraiment une go spectaculaire. Là. Oui, en fait, pour un organisme communautaire, c'est exceptionnel, je pense, d'en arriver à ça. J'ai envie de le confirmer. Écoute, je ne tiens pas la vérité, mais c'est rare qu'on voit des campagnes publicitaires à cette échelle-là. Puis c'est bravo, là. Ça l'a fait jaser, ça a eu l'impact, je pense, quand même voulu. Oui. Puis je dirais qu'aussi, passer un certain point de présence dans les médias, c'est qu'aussi, après, il y a des demandes d'entrevues qui nous permettent d'être sur différentes tribunes pour continuer à parler de la problématique. Donc, on a eu assez d'impact pour qu'il y ait des dizaines d'entrevues dans différents médias de la région. Donc, pour les gens qui n'auraient pas vu la campagne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi les différentes campagnes que vous avez faites? Oui. Bien, une de celles, c'est sûr qu'à Victoriaville, ça a peut-être moins été marquant, étant donné qu'on avait seulement un panneau publicitaire, mais à Trois-Rivières, Drummond, on était un peu présent sur le bord des autoroutes pour parler de ça. C'était assez marquant, la phrase qui a été écrite. La plupart, c'était écrit « J'ai été violé », signé Richard. Donc, c'était vraiment pour rappeler que les hommes aussi peuvent avoir été victimes d'abus. Ça a été aussi sur les autobus, je me rappelle, à Trois-Rivières, c'était là. Fait que ça a été très présent à ce niveau-là. Ensuite, on avait plusieurs publicités radio. Je sais que ça a été sur Spotify aussi pour parler de la problématique.
Et on a eu des publicités télé, je pense qu'on a un peu moins eu, mais ça a quand même passé là, sur certains grands réseaux nationaux là, pour l'ensemble du Québec où en phase, il y avait une publicité là, qui passait. Fait que ça a vraiment fait... Déjà, les panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute, à Victo, on en a un. Puis, il faut que tu penses que tu es en voiture, puis tu vois en gros... J'ai été violée, signé Richard. Richard, ça porte pas à confusion. On sait qu'on parle d'un homme, là. Donc, veut pas. Quel impact vous croyez que ça a chez un Richard, par exemple, qui est en auto puis qui voit ça? Ben, moi, j'ai toujours la crainte que ça ramène les souvenirs. Fait que j'espère que quand ces souvenirs-là reviennent, cette personne-là va aller chercher de l'aide. J'espère que ça montre que cette problématique-là existe pour les hommes puis que les hommes qui voient ça comprennent qu'il existe de l'aide dans la région pour ça. Fait que c'est vraiment l'impact qu'on cherchait à avoir. La phrase était quand même assez choc, fait que j'avais quand même une certaine crainte que ça puisse, je dirais, déranger certaines personnes, mais en général, il y a eu quelques commentaires négatifs, mais c'était très, très positif, la réaction de la campagne. Fait que je crois que ça a moins dérangé que ce que j'anticipais. Là. J'avais plus de crainte que ce qui était réel. Et en même temps, faire une campagne qui n'est pas dérangeante sur un sujet qui l'est, c'est un petit peu utopique de penser ça. Là. Je veux dire, le sujet sur quoi qu'on veut sensibiliser et les agressions sexuelles chez l'homme. Donc, c'est sûr que la campagne, on ne peut pas nécessairement y aller en douceur, j'ai l'impression. Là. Je suis quand même d'accord avec ça. On peut pas y aller en douceur si on veut que ça soit marquant. C'est juste, moi, j'avais une crainte qu'on dépasse une certaine ligne. Puis finalement, la ligne était beaucoup plus loin que je pensais. La société est beaucoup plus ouverte et progressiste que j'anticipais. Fait qu'il n'y a pas eu ça de réaction particulière là, à ce niveau-là. Fait que ça a été très, très bénéfique. Puis je pense que ça a fait énormément parler. L'augmentation, j'ai pas les chiffres parce que l'année financière n'est pas terminée, mais l'augmentation de la clientèle est évidente. Malheureusement, on se retrouve avec une liste d'attente à Trois-Rivières qu'on n'a jamais eue avant. Ça montre qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent chercher de l'aide. Je peux m'avancer avec au moins 50% d'augmentation en un an. Fait que c'est énorme là, pour un organisme communautaire. Là. Mais d'après moi, c'est plus que ça, mais je voudrais pas donner des chiffres qui seraient exagérés, mais 50%, c'est un minimum. Une fois que vous avez mis les panneaux, tout ça, dès le lendemain, ça sonnait, si je me trompe pas. Là. Oui, ça a pris quelques semaines pour vraiment qu'on ait une différence marquée, parce que c'est difficile de faire la distinction entre ceux qui arrivent parce qu'ils en ont entendu parler par la campagne et ceux qui venaient juste de toute façon, ils seraient venus chercher de l'aide. Mais après quelques semaines, quelques mois, là, on voyait vraiment il y a une demande qui était inhabituelle pour Emphase. Là, le gros défi, parce que la campagne se termine, c'est de pérenniser ça, puis de rester présent pour que les gens puissent continuer à dire « Ah oui, il y a de l'aide qui existe pour ces gens-là. » Fait que c'est le défi là, qu'on va avoir à relever dans les prochaines années. Chapeau pour cette campagne-là, puis en espérant que ça a pu justement inspirer... différents décideurs, là. C'est exactement là que... c'est ça mon idée, c'est aussi l'augmentation qu'on a, ça prouve que la demande est là si on se fait connaître. Et je pense que le financement pour les ressources pour hommes qui sont très limités encore dans le communautaire au Québec, peut-être qu'on va pouvoir démontrer que, non, si on est présent, si on se fait connaître, les hommes vont venir chercher des services. Fait que ça va peut-être aider à débloquer des fonds. On n'est absolument pas dans une période où le gouvernement va débloquer des fonds. Je pense que c'est un peu le contraire présentement, mais dans 2-3 ans, peut-être que... il reste quand même qu'à un moment donné, il va falloir agir parce que le communautaire, on est le filet social. Là, donc, oui, exactement. Puis quand je dis on, tu sais, je parle, là, je suis animatrice pour le podcast, mais je suis directrice d'un organisme communautaire également. Donc, on a à cœur, justement, cet aspect financier-là qu'on ne peut pas négliger. Donc, d'avoir eu des projets pour faire les campagnes, tout ça, enfin, bravo, parce que c'est nécessaire. On peut... on peut se le permettre, entre guillemets, pas se permettre financièrement, mais on peut se permettre de voir grand, d'avoir ce rêve-là pour nos organismes, d'avoir cette portée-là comme une autre entreprise qui pourrait l'avoir. On y a droit, je crois. Puis Emphase y a touché cette année, puis je trouve ça vraiment... en espérant justement que les prochains élus aient un peu plus à cœur. Je veux dire, le communautaire en général, là, j'aimerais miser plus un peu sur les hommes parce qu'on est un peu les laissés pour compte, mais en même temps, c'est le communautaire en général qui manque de ressources en général. Donc, puis c'est correct que tu parles pour les hommes parce que c'est votre levier à vous. Là. Vous êtes là pour représenter les hommes, donc on a besoin de porteurs pour démontrer ceux qui ont des besoins. Oui, mais ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt, c'est des fois, il faudrait peut-être moins genrer. Donc, on peut aider les gens qui ont besoin, peu importe la couleur de leur peau, leur religion ou leur sexe. Ceux qui ont besoin, ça serait idéal d'avoir le financement adéquat pour les aider. Là. Je trouve ça vraiment intéressant, notre dualité aujourd'hui dans l'émission de « on veut pas genrer, on veut pas être dans les stéréotypes », mais
on y va pareil. Puis c'est incontournable, oui. Oui, c'est un peu un incontournable. Donc, tu sais, nous-mêmes, étant conscientisés de ne pas aller dans ça, on a de la misère à pas y aller. Donc, imagine les gens qui n'ont jamais de discussion à ce niveau-là, sur ces enjeux-là. Ouais. On reste dans les stéréotypes à 100%. On l'est conscientisé, puis on a de la misère à pas y aller, tu sais. Donc, ça, en tout cas, pour moi, personnellement, je trouve ça quand même intéressant, cette dualité-là qu'on vit. Oui. Mais je pense que c'est une dualité qui est très, très présente dans notre société, fait que ça vient teinter beaucoup de nos réflexions. Donc, totalement. C'est un peu inévitable. Ouais. Prochaine question, Mathieu? Allons-y. Défis. Oh, hey, c'est super, on n'a pas encore pigé la même catégorie, donc... Non, c'est moi qui pige. Des défis, il ne doit pas en avoir, voyons. Oui, bien, je trouve que c'est une suite logique à la catégorie rêve. Oui, exactement, c'est intéressant. Y a-t-il une situation particulièrement difficile que vous avez réussi à surmonter? On peut peut-être aller un petit peu plus là, dans Mathieu, l'intervenant. Les différents défis qui peuvent survenir au niveau, mettons, de l'intervention individuelle ou de groupe, généralement, on est capable de s'en parler en équipe puis trouver des solutions. Fait que ça reste pas des défis, disons, longtemps. On est rapidement comme dans l'action pour en arriver à des solutions. Fait que, tu sais, les défis, oui, tu sais, il y en a un peu au quotidien, mais généralement, ça se passe plutôt bien. Fait qu'il n'y a rien, tu sais, vraiment une anecdote qui me vient en tête particulière ou quoi que ce soit de ce genre-là. Là, J'imagine que je ne serais pas la première à te poser cette question-là, mais j'ai envie de la poser quand même à un homme qui nous écoute aujourd'hui, là, puis qui t'entend parler, puis qui se reconnaît dans dans son vécu, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bien, je lui dirais, s'il a vécu des abus sexuels, de venir consulter. Ça se peut qu'après avoir consulté, il se dise, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin ou ça convient pas à ma situation, etc., puis c'est bien correct. Mais s'il voit des difficultés dans sa vie, ben qu'il vienne en parler, puis on va voir ce qui peut être fait. Nous, il n'y a jamais d'obligation de quoi que ce soit, donc il peut venir une fois, puis ça finit là. Pas d'obligation de porter plainte ou quoi que ce soit. Oui, ça, c'est important. Des fois, je pense que c'est peut-être une des peurs de venir consulter. Il va falloir que j'aille voir les policiers. Non, nous, la plupart des victimes qui viennent nous voir décident de ne pas porter plainte. Le processus judiciaire, autant pour les hommes que les femmes, c'est très difficile. C'est un processus qui, des fois, peut être plus négatif. Donc, s'ils décident de ne pas porter plainte, c'est bien correct. Mais je dirais de venir valider ce qui pourrait s'améliorer dans leur vie, là, en venant en parler. Ça serait peut-être la première étape. Puis après, ça dépend là, de ce qu'eux, ils veulent. Nous, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Si, par exemple, la personne a beaucoup de difficultés relationnelles puis elle dit « Moi, c'est pas ça que je veux travailler. Je veux travailler autre chose. » Bien correct. Là. Donc, il va selon ce que la personne veut. Il n'y a pas d'obligation. Là. J'imagine qu'il doit avoir comme... Ça demande... J'imagine que ça prend une force de courage énorme juste pour prendre le téléphone puis dire « j'aurais besoin d'aide ». Oui, j'aime vraiment pas le mot « courage » parce que c'est souvent le moment le plus difficile de leur vie puis ils se sentent pas courageux du tout, les hommes qui font ça. Ils se sentent vulnérables, ils se sentent faibles. Après, ils vont dire « Ah, mon Dieu, j'ai été courageux ». Oui, c'est ça, mais nous, d'un point de vue extérieur, on peut reconnaître que c'est du courage, c'est ça, nous. Mais la personne qui le vit elle le voit pas comme ça. Non, la plupart, c'est pas un acte de courage. Même des fois, c'est exactement le contraire qu'ils vont dire au début. Je me sens faible d'avoir besoin d'aide. Fait qu'on n'est pas dans « Ah, t'es courageux ». Puis rendu là, Antoine, quand t'es en j'imagine que tu l'accueilles dans ça, puis tu dis, ben écoute, t'as le droit, premièrement. Oui, exactement. Si s'identifie faible, nous, on le voit pas comme ça, mais si t'as le droit d'être faible, je vais être là pour toi. Oui, exactement. Puis après, on va transformer ça en courage. Va changer. Oui, c'est ça. Plus tard, il va repenser à ce moment-là, puis il va dire, OK, c'était peut-être pas de la faiblesse. Non. Mais sur le coup, s'il voit ça comme ça, c'est comme, on va l'accepter, on va l'accueillir comme ça. T'sais. Puis un autre des points que je pense qui est vraiment important, c'est que les hommes qui viennent nous voir, on pose pas des questions intrusives. On va pas lui demander qu'est-ce qu'il a vécu s'il n'a pas envie d'en parler. Oui, c'est vrai. Puis il y en a qui vont me dire, j'ai été abusé par telle personne quand j'avais tel âge, puis ils n'ont pas envie d'en dire plus sur ce qu'ils ont vécu, puis c'est correct. On n'a pas besoin d'avoir les détails. Ça n'empêchera pas le parcours. Exactement. Ce qui s'est passé, surtout quand ça fait longtemps, 30 ans, on peut le mettre de côté puis focusser sur le présent pour travailler pour aller mieux maintenant. Puis toi, Mathieu, l'intervenant, qu'est-ce que tu t'engages envers les gens qui t'appellent? Moi, je m'engage à offrir le meilleur service possible avec les compétences qu'on a puis à être le plus respectueux de où ils sont rendus puis de où ils veulent aller. Je dirais que c'est vraiment ça. Là. Donc, n'hésite pas à t'appeler. Oui, exactement. Super. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, je vous invite à partager cette information pour le podcast Sortir de la boîte à vos proches sur vos réseaux sociaux et on se dit à la prochaine fois. Merci.